Bonjour Monsieur Ba. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour aux nombreux followers abonnés de Computal, les millions d'abonnés de par le monde parce que ce sont nombreux à regarder Computal. Je m'appelle Eric Korkaba, je suis guinéen, j'ai 40 ans et je vis en région parisienne depuis une quinzaine d'années. Je suis ingénieur système d'information et je suis activiste de la société civile à mes heures perdues. Et puis je suis un acteur culturel qui organise ici Conakry-sur-Seine, qui est l'un des plus grands événements guinéens de la diaspora. Donc, et puis à mes heures perdues aussi, je fais du journalisme. Voilà. Donc, je fais du pigiste et je représente un site web guinéen ici en France. Depuis quand faites-vous de la politique ou parlez-vous de politique? Et pourquoi avez-vous décidé de vous lancer ou de parler de la politique? Qu'est-ce Euh, qui vous a poussé à vous intéresser à la politique? En fait, la politique, je pense que j'ai grandi avec, pour être honnête, parce que ma jeunesse, on écoutait en fait à l'époque des musiques engagées, et donc je m'étais lancé dans la musique rap. Et donc, et la musique rap, c'est de dénoncer la société, les mauvaises conditions de vie des Guinéens. Et donc, après, on s'intéresse davantage. Plus on cherche des mots, on cherche à expliquer l'état de la société, on se rend compte les réclamations des uns et des autres. Et il faut trouver un coupable, hein. C'est les politiciens. Et dès lors, je me suis intéressé à la politique. J'étais encore au collège. Et puis, à l'université, on était engagé. J'étais membre du conseil des étudiants. Après, vous savez, hein, comme on le dit, la politique, c'est soit on l'a fait ou on l'a subi. À un moment donné, je ne me considère pas politicien, je me considère comme vraiment quelqu'un de la société civile. Mais il va de soi qu'on ne peut pas défendre les causes humaines, les valeurs, les principes moraux si on ne se fait pas la politique. Parce qu'il faut voir les acteurs politiques guinéens. Aujourd'hui, l'offre politique en Guinée n'encourage pas. Et à un moment donné, quand on ne le fait pas, on laisse la place aux médiocres d'agir à notre place. Et je pense qu'il faut faire la politique. D'accord. Justement, quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui observent de loin en disant que la politique ne sert à rien? Effectivement, en fait, je pensais comme ça. Que souvent, je pensais comme ça. De loin, on laissait faire beaucoup de gens. Et vous vous rendez compte quand on prend le cas de la Guinée, quels sont nos acteurs politiques? Ce sont les Macanera, ce sont des Papakoli. Je suis désolé, ce sont des même Kassouri, quoi. Les Mouktar Diallo. Ce sont ces gens-là qui sont nos acteurs politiques. Comment vous pouvez imaginer que des gens qui n'ont quasiment aucun niveau intellectuel avancé, je reviens, il y a Tibou Kamara aussi, hein, et aucun niveau avancé, et la seule chose qui compte, c'est faire dans le populisme, c'est de monnayer ici la conviction. C'est des gens, je me rappelle, quand Baïdi Haribo me disait que sa conviction n'est pas à géométrie variable. Et vous rendez aujourd'hui, c'est ce monsieur qui soutient la modification de la Constitution. Et donc, quand nous restons dans notre zone de confort, nous sommes des intellectuels, on a fait des bonnes études, on s'y dit non, ce n'est pas la peine de se lancer dans la politique, on laisse faire. On laisse Alpha Condé croire qu'il est indispensable et qu'il est non providentiel. Sans lui, personne ne peut faire autre chose. C'est pourquoi nous avons que des imposteurs aujourd'hui, je suis désolé du mot, qui représentent ici nos acteurs politiques. Alors que je connais des milliers de Guinéens de par le monde qui sont compétents, qui ont fait même des grandes études en sciences politiques, mais qui n'osent pas parce que c'est tellement, c'est-à-dire il y a une politisation à outrance de la société et qu'il y a un bicéphalisme qui s'impose aujourd'hui. C'est soit tu es avec Alpha Condé ou bien tu es avec l'opposition. Et parfois tout est vu sous l'angle ethnique en fait. Alors qu'il y a certains qui savent transcender tous ces clivages, apporter une offre politique conséquente pour le bonheur de tous les Guinéens. Donc il ne faut pas rester dans son petit coin et critiquer ceux qui font la politique. Il faut aller. Il faut faire de la politique, sinon on est obligé de subir. C'est comme actuellement, on laisse faire Alpha Condé, en toute honnêteté, à cause des miettes, ou bien parce qu'on veut sauver son petit poste,
Et on va le gérer 6 ans après. Après, c'est à nous d'assumer les conséquences, quoi. Ok, justement, comment analysez-vous la situation politique actuelle, justement, avec la campagne électorale, avec toutes les tensions que ça peut engendrer? Euh, Effectivement, aujourd'hui, tous les signaux sont là. Tous les signaux sont là et de tension, avec des discours qui ont tendance à attiser la division ethnique. Parce que vous savez, la Guinée, on aime souvent dire que nous sommes une famille. C'est pas vrai, c'est un mot galvaudé. Nous sommes une diversité. Cette belle diversité doit être un atout de développement et non un moyen d'ethnostratégie ou bien de stratégie politique pour diviser. Et malheureusement, nous avons eu quelqu'un qui nous a géré pendant 10 ans, qui n'a que de programmes politiques, de stratégie politique et de diviser, de s'appesantir sur cette division régionaliste, parce que nous avons 4 régions naturelles en Guinée. Et donc, c'est trop facile de dire que cette région qui a le pouvoir, je donne l'Assemblée nationale à telle région, je donne la primature à telle région, je donne ceci ou cela à telle région. Quand il y a un problème, il faut identifier une région. Et donc, facilement, ça crée des tensions. Et c'est ce qui explique aujourd'hui toute l'incertitude liée aux enjeux politiques, aux élections présidentielles qui doivent venir. Euh, les enjeux, en tout cas les élections présidentielles du 18 octobre. C'est vrai que nous avons quelqu'un qui sort avec un bilan et puis une personne qui est restée constante pendant le combat depuis 10 ans, là, face à Alpha Condé, parce que, voilà, sans Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé aurait réussi sa mission qui voulait réduire au néant tout ce qui est opposition en Guinée. Ok, justement, pourquoi avez-vous décidé de soutenir aujourd'hui la candidature de M. Cellou Dalein Diallo? Vous savez, il faut situer le contexte. Moi, j'ai toujours observé certaine neutralité, en fait. Mais, comme je vous le disais, hein, la neutralité aussi, c'est un choix. Et dans des conditions, quand on a en face quelqu'un qui oppresse, quelqu'un qui tue la population, observé de la neutralité dans ces conditions, c'est soutenir l'oppresseur. En tout cas, il y a une belle formule d'Edmond Tutu qu'il a bien située, je ne sais plus trop. Mais ce qui est sûr, Alpha Condé, quand il est arrivé en 2010, tout le monde portait espoir sur ce monsieur qui était considéré comme un homme clean, qui n'est pas un homme du système, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et donc, 10 ans après, on voit le bilan. C'est un bilan quasi inexistant, mais c'est surtout le tissu social qui est à lambeau. Ça, vous savez, même Sékou Touré n'avait pas réussi à diviser les Guinéens, malgré son pouvoir qui était vu comme un pouvoir totalitaire. Il n'avait pas réussi. Moi, mon grand-père, quand il voulait acheter une voiture, il passait par les voisins, Malinké, Soussou et autres. Et Alpha Condé est venu, il a accentué la haine, il a divisé les gens. Il est arrivé au pouvoir, il a indexé une communauté. Il a considéré les Peuls, par exemple, de facto comme étant ceux qui ont le monopole du pouvoir économique et que donc Cellou Dalein est le candidat des Peuls. Et donc, connaissant Cellou Dalein Diallo, franchement, je me suis dit, on le diabolise, on ne le connaît pas la personne. Donc nous avons mené le combat là contre la modification de la Constitution avec le FNDC et tout, on avait notre mouvement à Moulanfé. Et donc vous avez vu, c'est qu'il a fait du forcing. Il a fait du forcing malgré que la population s'est abstenue, même si c'était un secret de polichinelle qui voulait modifier la Constitution. Et tout, donc il nous trouve des terminologies comme quatrième pouvoir, quatrième république et tout ça et tout ça. En fait, tout ça pour tromper les gens de la population. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'Alpha Condé n'a pas été à la hauteur. Et comment enlever Alpha Condé? Et le seul candidat, à mes yeux, qui peut incarner ici l'alternance, et une alternance crédible, c'est Cellou Dalein Diallo. Donc, comme le combat c'est contre la modification de la Constitution, c'est contre un troisième mandat, pourquoi ne pas accompagner Cellou Dalein Diallo qui quand même, en fait, qui apporte quelque chose, quoi, qui a du monde derrière lui,
qui incarne ici aujourd'hui l'opposition la plus clean possible, parce que tous ceux qui sont dans le FNDC, beaucoup sont allés, beaucoup été récupérés, et il est resté constant dans ce combat-là. Moi, je pense qu'il faut l'aider, il faut l'accompagner, parce qu'on l'aime ou pas, il y a une question ici de vote utile. Et honnêtement, pour l'avoir approché depuis un bon moment, j'ai appris à connaître l'homme. J'ai appris qu'il a subi toutes sortes de diabolisation. Et j'ai appris qu'il a incarné ici celui qui combat le système quand en 2005 il était avec Lansana Conté. Lansana Conté était fatigué, donc il était entre deux clans, c'est-à-dire le clan de Aliette Conté et le clan de Kadiet Seth Conté, et à côté comment on appelle, des cadres véreux, corrompus, et surtout des affairistes, comme j'ai envie de citer... bon, je ne veux pas citer de noms, mais vous imaginez un peu l'oligarchie qui était autour de Lansana Conté. Et donc, on a fait la guerre. Malgré sa loyauté avec Lansana Conté, ils ont réussi quand même à la lever, à le limoger. Et donc, à mon avis, il faut accompagner les gens. Et Seloudal incarne à mes yeux comme le candidat le plus sérieux pour battre Alpha Condé. D'abord, aux urnes. Et ensuite, si Alpha Condé s'hasarde à faire autre chose, comme ça, la lutte, en fait, il y aura une homologation de lutte avec ce qu'on a entamé avec le FNDC. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ok, bah, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Justement, par rapport à cela, quel appel lancez-vous à ceux qui prônent l'abstention, disant que si toutefois on va à cette élection, c'est pour accompagner Alpha Condé? Quel message avez-vous à l'endroit de ces gens-là? En fait, au début, j'étais réticent quant à la candidature de Seloudal Ndiaye. Mais j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'abstenir? C'est-à-dire, nous, tout ce qu'on a voulu ici, c'est une lutte pacifique. C'est des manifestations pacifiques. On n'a pas d'autre moyen face à un dictateur. Il faut le laisser libre, un boulevard libre pour faire ce qu'il veut dans ce pays-là. Non. Donc moi, je pense que et si nous avons manifesté, formulé la volonté d'aller contre cette modification de la Constitution, contre la volonté, c'est-à-dire le fantasme d'Alpha Condé de mourir au pouvoir, si nous voulons combattre cela, nous sommes obligés de trouver d'autres alternatives. Et l'alternative la plus crédible à mes yeux, c'est les urnes. Ce sont ces élections. Parce qu'en fait, on aime bien dire que Seloudal vient légitimer Alpha Condé, mais non. Pendant 10 ans, Seloudal se prépare pour ces élections présidentielles. Il n'y a pas d'enjeu important avec les élections législatives, mais les élections présidentielles, pendant 10 ans, il se prépare pour cela. Et Alpha Condé qui a fixé la date, il l'a fixée avec la loi, disons, qui a été modifiée. La loi de 2010, en fait, de mai 2010. Donc, vous voulez quoi? Pourquoi croire que c'est pas légitime? Non, il faut accompagner, il faut aller combattre face à un dictateur. Ne nous laisse pas de la place. On peut ne pas gagner, je ne le souhaite pas. Mais au moins, on l'a fait comprendre qu'il n'est pas seul. Il n'a pas le titre foncier de ce pays-là. Nous sommes Guinéens. Nous devons nous lever pour cette communauté, communauté de Guinée affaiblie, pour cette jeunesse de Guinée, pour cette couche juvénile, pour ce peuple qui a tous les moyens de réussir, mais qui n'arrive pas à réussir parce que nous avons une classe dirigeante pourrie, affairiste, népotiste. Aujourd'hui, il n'y a pas de compétences. On ne fait pas la promotion de l'excellence, mais plutôt la promotion de la médiocrité. Vous voyez un peu, monsieur Amadou. Donc c'est vraiment compliqué en gros. C'est qu'il ne faut pas laisser Alpha Condé. Moi je pense que c'est une erreur. Il ne faut pas prôner l'abstinence. Il faut faire du vote utile. Il faut faire un vote utile. C'est-à-dire, nous sommes contre Alpha Condé. Il n'y a pas si ceux qui ne veulent pas pour Seloudal Ndiaye. Il y a 11 candidats. Ils peuvent voter pour un autre candidat, mais pas Alpha Condé. Il faut l'affaiblir. Il doit se reposer. Il est fatigué aujourd'hui. Ok, merci. La question suivante, c'est comment voyez-vous l'issue de cette élection du 18 octobre? En effet, ils essayent toujours de faire un hold-up électoral. L'intention est claire. Quand on voit qu'on empêche Seloudal Ndiaye d'aller, faire campagne à Cancan, qui est considéré à tort ou à raison comme un fief traditionnel du parti au pouvoir, qui sort d'un mandat de 10 ans. En fait, d'un bilan de 10 ans, normalement, je ne vois pas pourquoi s'inquiéter. Quand on est président, on a un fief traditionnel. Et donc, ce fief traditionnel, normalement, est censé ici bénéficier de toutes les largesses. Mais ce n'est pas le cas.
on a ressenti ici une forte adhésion au programme politique de Cellou Dalein Diallo. Les gens ont compris que la division ethnique ne sert à rien. Les gens ont compris que tout ce qu'Alpha Condé sait faire, c'est de mentir. Il a promis, les gens, par exemple, la route Guinée, tout ce qu'elle cherche. Tout ce qu'elle cherche, c'est les trucs les plus basiques possibles. C'est de l'eau, c'est le courant, c'est l'autosuffisance alimentaire, le travail pour les enfants. Empêcher ces Guinéens-là de traverser, aller par Bamako et traverser la mer Méditerranée en se noyant ou bien mourir dans le désert. Donc, à mon avis, le match va être serré, mais il y a un rejet. Il y a un rejet total du programme d'Alpha Condé. Sinon, en fait, les signes sont là. Et puis avec la CENI qui est infondée, mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie mise à disposition par tous les acteurs politiques, il y aura moins de dégâts. Et nous sommes prêts. Et surtout, accompagner, en tout cas, nous accompagnons Cellou Dalein Diallo pour qu'il sache qu'il n'est pas seul dedans. Et que le peuple de Guinée qui sort accompagner Cellou Dalein en masse comprenne ici que c'est à eux, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est souverain. Donc ce n'est pas un politicien, un vendeur d'illusions. Non, c'est le peuple qui est souverain. Nous pouvons sortir tous, pour dégager Alpha Condé s'il tente de faire une hold-up électorale. Parce qu'il est inconcevable de se battre pendant 10 ans et qu'on nous vole à nos yeux avec une intention délibérée nos voix. Non, franchement. Et moi, je pense que tout est jouable et que Cellou Dalein Diallo sera le président de la Guinée le soir du 18 octobre 2020. Alors, la question suivante, quels sont vos projets et ambitions pour la Guinée? Honnêtement, comme je vous dis, je suis un acteur culturel, je suis un activiste de la société civile. Moi, je veux, dans un premier temps, je veux une Guinée meilleure, une Guinée qui est tournée résolument vers le développement socio-économique, un développement inclusif qui tient compte de considération de tous les fils et filles de Guinée, un pays où il fait bon de vivre. Et donc, pour cela, chacun peut jouer sa partition à son niveau. Mes objectifs à court terme, c'est comment combattre Alpha Condé pour qu'il quitte le pouvoir. Ensuite, on verra comment ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, de plus en plus, je commence à aimer la politique et croyez-moi, ne soyez pas étonnés qu'avec des amis, que nous nous lançons dans l'arène politique parce qu'on ne va plus laisser faire. On ne va plus laisser les médiocres gérer de ce pays-là. Ok. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens, notamment les étudiants, une fois en Occident, s'y installent définitivement au lieu de rentrer servir leur pays après leurs études. Comment analysez-vous cela et quel message avez-vous à leur endroit? En fait, j'étais dans la même situation. Je suis venu étudier en France avec une lettre de motivation qu'on m'avait demandé à l'ambassade après les études, je dois retourner au pays. Mais après, quand vous venez et que tout de suite vous faites des formations qui sont sollicitées ici et que comparativement au pays, vous n'avez pas un tonton bien placé, vous n'avez pas un oncle bien placé, vous n'avez pas votre papa qui est ministre ou directeur national, parce que le népotisme existe vraiment. Il y a un clientélisme qui ne dit pas de non en Guinée. Et donc, aujourd'hui, les jeunes ambitionnent tous de rentrer. Vous savez, hein, la diaspora que nous représente ici, c'est une diaspora qui est parfois, en fait, très soucieuse. Parce que vous voyez, malgré que je suis en France, je suis toujours engagé dans le monde associatif et beaucoup le sont, au nom de la Guinée, de l'Afrique. Mais ils ont peur. Ils ambitionnent tous de rentrer, mais ils ont peur de se faire malmener par une administration ici incompétente et hésitante vis-à-vis des ressources venues de l'extérieur. Et donc, vous laissez tout ici, vous retournez à Conakry et qu'on vous fait tourner en farine. Et quand vous arrivez, on te dit non, monsieur, ça ne marche pas. Alors que vous êtes habitué ici au travail. Donc ce n'est pas ici. Honnêtement, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une offre quand même politique pour les gens de la diaspora. Le Maroc a réussi ce défi. Aujourd'hui, en fait, chaque universitaire, en tout cas chaque étudiant qui sort de l'université en France ou aux États-Unis, on les propose des salaires qui sont conséquents, qui permettent ici de répondre aussi à ce besoin crucial de ressources bien formées. En Guinée, aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup d'offres, nous avons eu beaucoup d'argent, par exemple. Alpha Condé a réussi à collecter des fonds, plus de 40 milliards et tout, quand on parle de ce que les Chinois ont dit. Mais nous manquons ici de ressources pour une capacité d'absorption de ces ressources-là.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut? On est parfois obligé de faire appel aux experts, entre guillemets, qui ont fait les mêmes formations que les Guinéens. Pour aller, on les paye cher, avec des rétrocommissions qui vont avec. Donc, si on mettait tout ça là à profit pour faire venir les ressources formées à l'extérieur, la Guinée serait compétitive et l'Afrique de manière générale. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous nous intéressons. Il faut que nous il faut que nous nous orientons vers des formations qui sont en phase avec le besoin ici, avec le bassin de l'emploi en Afrique, notamment en Guinée. Mais aussi, il faut que les autorités publiques puissent à même comprendre tout ce qu'une diaspora bien formée représente pour le développement d'un pays. Voilà, donc moi je pense que c'est un atout majeur, mais les gens sont hésitants. Les gens sont hésitants, ils n'ont pas de piston, ils n'ont pas... Quand je vais en Guinée, honnêtement, quand je vais en Guinée, je vois des gens qui occupent des postes, qui n'ont pas de compétences. Parfois des gens qui étaient ici en France, qui étaient agents techniciens de surface, qui deviennent responsables d'une grande régie financière, ou bien des gens qui étaient voilà, des surveillants, je ne minimise pas le travail, mais qui se retrouvent aujourd'hui être responsables de EDG d'une grande compagnie d'électricité. Comment vous pouvez imaginer? Pourquoi ne pas ce monsieur-là ne va pas se livrer ici à la corruption? Donc voilà, il faut qu'on tienne compte de tout cela. Il faut qu'on encourage la diaspora à rentrer, à les créer des conditions de vie, des conditions de travail, d'intégration aussi. C'est important. Il faut ça, des conditions de... Parce que, mine de rien, les gens ne savent pas. Ici, on ne se soucie pas si le courant passe ou pas. On ne se soucie pas de qu'est-ce qu'on a dans le frigo. Mais en Guinée, ces conditions ne sont pas réunies. Les conditions de travail sont difficiles. Et tout, donc on a beau être chauviniste, on ne parlera même pas de patriotisme. Il faut quand même créer ces conditions de travail-là. Voilà. Ok, merci. Prochaine question, ce sera entre salariat et entrepreneuriat. Alors, il y a beaucoup d'étudiants, une fois qu'ils ont fini leurs études, ils attendent à ce que le gouvernement leur fournisse un travail au lieu d'aller entreprendre. Quel message avez-vous à l'endroit de ces gens-là? En fait, les pays qui ont réussi quand même à créer de l'emploi, c'est des pays où l'artisanat devient la première entreprise. En France, ici, l'artisanat est la première entreprise de France. Mais vous savez, nous avons hérité d'un système communiste où il faut un enseignement de masse, il faut des diplômes de masse, il n'y a pas vraiment de la technicité, les gens ne s'orientent pas vers des formations professionnalisantes. Vous prenez un exemple sur l'Allemagne. L'Allemagne, on n'a pas besoin, comme en France, il faut avoir un gros master, il faut faire ceci ou faire cela. Donc aujourd'hui, quand on sort, tout le monde veut faire de la philosophie, faire de l'économie, tout le monde veut porter son costard cravate, faire du journalisme, alors que la demande n'est pas proportionnelle en fait à l'offre. Et donc, vous savez, ça crée ici beaucoup de chômage. Alors, le rempart à cela, c'est l'entrepreneuriat. Nous sommes, par exemple, en Afrique, le besoin est là. Le besoin est réel. Honnêtement, toutes ces compagnies minières en Guinée ont besoin de la main-d'œuvre. Mais pourquoi ne pas entreprendre? Ne serait-ce que de la sous-traitance, ne serait-ce que de vendre des simples, réorganiser. Vous savez, il y a des mangues. Il y a des mangues au bord de la route. Il suffit juste d'acheter ces mangues-là, mettre un peu de packaging, rendre ça beau et les vendre aux gens qui ont besoin, qui ne veulent pas aller se soumettre, comme on appelle, au dictat des marchés, quoi. Donc, il faut valoriser l'entrepreneuriat. N'attendons pas. L'État, normalement, l'État, ce n'est pas l'État qui crée de l'emploi. L'État crée des conditions de l'emploi à travers l'entrepreneuriat, à travers la promotion de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat jeune. Il est important de le... C'est pas facile, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Guinéens sont vraiment pas du tout bancarisés. Il y a un taux de bancarisation très faible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il suffit quand même d'être sérieux, de se faire accompagner par des organismes qui sont là, des incubateurs et tout, pour pouvoir avoir un dossier costaud et se faire accompagner. Et puis, vous savez, c'est trop facile. Quelqu'un en Guinée, dès que quelqu'un ouvre quelque chose, il se fait appeler PDG. Quand tu te fais appeler PDG et qu'on te chante PDG, tout ce que tu as, tu vas le donner. Tu ne vas pas suivre, par exemple, un programme ici de formation, de montée en compétences qui te permettent d'être compétitif. Et donc, voilà. Et donc, moi, je pense que
quand les gens doivent penser à cela, il n'y a pas vraiment. Moi, ce qui est mon cas, je travaillais dans une société de services et à un moment donné, j'en avais marre. J'ai voulu être mon propre patron. Maintenant, je suis en concurrence avec mes anciens patrons pour répondre aux appels d'offres, notamment dans le domaine du service. Donc, il faut oser sortir de la zone de confort. Oublier, tout le monde veut travailler. Mais si vous savez c'est quoi? Moi, je pense que la réponse se situe au niveau de la corruption. Il y a un niveau de corruption très élevé. Et donc, du coup, aujourd'hui, tout le monde veut être fonctionnaire. En Guinée, ce sont les fonctionnaires qui sont les plus riches. C'est le seul en Guinée où un fonctionnaire est plus riche qu'un entrepreneur. Parce que c'est corrompu, les gens sont corrompus, il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas de suivi et évaluation des activités. Et donc, pourquoi aller chercher à travailler quand tu sais que tu peux te faire un petit business du jour au lendemain? Et puis, il y a l'effet de mode. Tout le monde, on a vu la réussite de KPC, et dans le bâtiment, tout le monde veut être patron dans le BTP. Non, les gars n'ont qu'à renforcer, ne serait-ce que la menuiserie. Les compagnies minières ont besoin de menuisiers, mais comme les gens ne sont pas compétents, ils ne sont pas professionnels, en gros je veux dire, ils sont obligés d'aller chercher des Béninois, des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens. Et les Guinéens sont pas là, les Guinéens, au détriment de toute cette couche juvénile qui est au chômage guinéen. Donc l'entrepreneuriat est important et il faut encourager. Plus il y a d'entrepreneurs, plus il y a de salariés. Plus il y a de l'emploi et moins de chômage. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas tous être comme on appelle, des entrepreneurs. Mais quand on a la fibre et qu'on sent qu'on a envie de cette indépendance économique, on a envie d'être indépendant dans la manière de faire les choses, il faut s'y lancer, quoi. Et en Guinée, le besoin est là. Ok. Prochaine question. Quel regard portez-vous sur les médias guinéens de façon générale, et sur les médias sociaux, les médias en ligne? Oh, il y a un peu du sensationnel, le média, il y a un peu du sensationnel. Et les gens ne posent pas trop la critique, les gens ne font pas. Et puis, vous savez, hein, quand on est dans un régime comme le régime autoritaire, comme Alpha Condé, avec le régime d'Alpha Condé, on a beau dire qu'il y a la liberté des ondes, la liberté de la presse, mais la presse est inféodée. Les gens n'osent pas dire tout ce qu'ils veulent parce que nous avons des cadres corrompus qui achètent les gens, qui achètent des journalistes. Chaque journaliste a son patron. C'est ça la vérité. Vous savez, hein, chaque journaliste, parce que je vous dis, même les plus grandes chaînes de télé et de radio en Guinée privée, ils ont, en fait, vous allez voir qu'il y a un haut cadre de l'administration qui a des actions. Aujourd'hui, vous voyez Dioma TV qui vient d'être créé, c'est cabinet, c'est la Bill Gates qui est intendant de la présidence, qui est actionnaire. Vous vous rendez compte, comment est-ce qu'on peut espérer ici une certaine indépendance dans le traitement de l'information? Aujourd'hui, et puis c'est trop facile, tout le monde, il suffit juste de créer un site d'information pour se croire journaliste en fait. Donc il n'y a pas une vraie autorité de régulation et la HAC, hein, c'est la HAC, hein, la haute autorité de la communication, elle est inféodée aussi. Donc dans un pays où toutes les institutions républicaines sont inféodées, comment vous pouvez espérer ici une indépendance? Honnêtement, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'on a besoin de professionnalisation. Nous avons besoin aussi de respecter ce métier, parce que c'est un métier noble, le journalisme. La déontologie, l'éthique journalistique doit être de rigueur. Il faudra à un moment donné que quand on fait du journalisme, qu'on se rende compte que c'est un métier noble. C'est un métier noble qui requiert ici de la déontologie, de l'éthique. Et quand on fait de l'éthique, on n'a pas d'amis. Parce qu'on va au fond. Il faut observer cette transversalité dans le traitement de l'information, mais surtout de se professionnaliser en fait. Il faut chercher à se professionnaliser. Aujourd'hui, nous avons tout à côté. Il suffit juste de taper YouTube, avoir des formations, pouvoir faire bien des choses. Regardez aujourd'hui Compital. Honnêtement, vous apportez, vous innovez quelque chose dans l'espace médiatique, en tout cas sur les réseaux sociaux et tout. La manière dont vous traitez les choses, c'est transparent. Et à mon avis, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il suffit juste de regarder qu'est-ce qui marche chez les autres et appliquer la même chose. Et puis se donner une certaine déontologie. Et donc, c'est ça. On ne peut pas être journaliste sans avoir cette éthique journalistique et puis en tout cas être déontologue, quoi. Sur toute la ligne, sur toute la chaîne. Avant-dernière question. Quel message avez-vous à l'endroit des milliers d'abonnés de Compital?
Écoutez, moi, franchement, j'ai observé en fait l'évolution de Computal. J'ai été très surpris c'est-à-dire sur la qualité de l'information que vous traitez et l'approche avec laquelle vous procédez. Parce que moi, je suis très, vous savez, hein, je suis très réseaux sociaux et j'aime beaucoup les vidéos, mais j'ai souvent l'impression, en fait, dès que je regarde la facilité qu'on a avec les lives, on se dit non, il n'y a pas besoin maintenant de computer à l'autre. Mais franchement, quand on voit du computer, on voit le succès qu'il engrange, on respecte le travail. Franchement, j'ai dit aux millions, moi je vous dis des millions d'abonnés, hein, parce que vous avez des millions de vidéos quand même qui font des millions de vues. Hein. Et en tout cas, si on compile tout, quoi, et c'est un travail gigantesque, c'est une équipe jeune qui a de l'avenir. Il faut que nous arrivions quand même à créer une chaîne guinéenne 100% jeune, comme ce que vous êtes en train de faire là. Il faut qu'on se professionnalise. J'appelle les milliers de followers, nos parents, les amis, ceux qui ont les moyens, qui regardent ça. Il faut accompagner cette initiative. En tout cas, grâce à Computal, aujourd'hui, l'information est traitée et nous avons une approche, une autre manière révolutionnaire d'occuper l'espace médiatique. Merci. Bah, votre dernier mot? Dernier mot, merci beaucoup. Comme aimait dire John Kennedy, chacun doit jouer sa partition dans la construction de son pays. Il faut se demander qu'est-ce que tu fais pour ton État et non ce que ton État fait pour toi. Ce pays-là, c'est un pays quand même, comme je vous le disais, multiethnique, multiculturel, avec un brassage ethnique important que nous pouvons mettre à profit pour développer la Guinée. Nous sommes ce pays-là, nous sommes la relève. Nous devons nous battre pour réussir à faire de la Guinée un havre de paix, un lieu où il fait bon de vivre. Nous avons tout le potentiel, Dieu nous en a donné tout. Tout ce qui nous trompe, ce sont les politiciens. Ne tombons pas dans les pièges ethniques, dans les pièges divisionnistes, parce que tous les politiciens, en fait, ils utilisent le peuple contre le peuple. Le jour où le peuple sera, c'est-à-dire les acquis du peuple seront consolidés, nous ferons face à cette bande de politiciens, parfois véreux, comme on a pu le constater ces derniers temps. Donc, restons soudés, restons foncièrement patriotes, ne laissons pas qu'on nous divise dans ce beau pays qu'est la Guinée. Moi, je pense que l'avenir est très proche. Et donc, chacun joue sa partition. Voilà. Si vous n'avez pas encore voté, allez-y, votez. Allez-y, libérez-vous, allez voter. Luttons contre la dictature. Ne laissons pas quelqu'un nous imposer au XXIe siècle une dictature et un pouvoir de trop. Nul n'est indispensable. Chacun joue sa partition à sa manière. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont eu le temps de suivre cette vidéo. Et merci à l'équipe de Computal, notamment à M. Amadou, en parlant de Pita. Nous sommes de Pita. Hein.